commando parachutiste malien à l'école canadienne, une centaine d'hommes viennent d'être dotés de techniques d'armes et d'état-major des armes. Nouvelle de l'école malienne, plus de 1300 nouvelles salles de classe ouvertes et 119 lycées privés cette année. Information donnée par le professeur Salikou Sanogo qui était face à la presse ce matin. Une semaine dédiée à la lutte contre la corruption. Le lancement de l'initiative a eu lieu ce matin avec le rôle de la jeunesse dans la prévention comme thème central. Mesdames, Messieurs, bonsoir, bienvenue. Plus d'une centaine de commandos parachutistes maliens formés par les forces armées canadiennes. L'opération qui vient de s'achever après plusieurs semaines d'exercice effectuée dans le cadre de la coopération militaire entre le Mali et le Canada. Ces formations qui étaient juste là orientées vers le maintien de la paix et la formation en langue ont pris une envergure opérationnelle. Les hommes ici formés sont désormais dotés de techniques d'armes et d'état-major des armées modernes. Mariam Sagara. Les forces spéciales canadiennes font leur entrée opérationnelle par le 33e CRP, corps d'origine du chef suprême des armées. Il s'agit là de la première formation opérationnelle fournie par les forces spéciales du Canada. Mais comme le dit ce vieil adage, ce coup d'essai a été un véritable coup de maître. Son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef suprême des armées, a toujours su garder un lien discret, certes discret mais très fort, avec ce corps qui constitue sa deuxième famille. Aussi, il n'y a rien de plus normal pour lui que de demander à ses meilleurs amis d'aider ce corps d'élite. Ce cérémonial est au préalable marqué par une grande manœuvre rude et éprouvante effectuée par 13 instructeurs canadiens. Cette formation traduit l'entière disponibilité de nos deux armées à œuvrer ensemble dans un partenariat fécond pour le renforcement des capacités tactiques et techniques de nos hommes. Durant 8 semaines, 136 militaires du 33e régiment de commandos parachutistes ont partagé le savoir-faire du métier des armes avec leurs camarades du Canada. Cette formation dénommée J7 combine actions, faits et tactiques dans des combats interarmes qui préparent les hommes à la maîtrise des armes sur le théâtre d'opération. Le J7, ça veut dire vraiment une exchange, une coopération militaire entre nos forces, les forces maliennes, pour échanger des édits, les différents moyens de faire des tactiques militaires et c'est pour tout le monde améliorer leurs compétences militaires. 136 militaires grades supérieurs et subalternes ont approfondi leurs connaissances individuelles et collectives sur des notions d'une armée moderne à la pointe sécuritaire pour garantir à leur tour l'intégrité malienne. Le professionnalisme et l'enthousiasme des 13 militaires canadiens ont permis à nos militaires d'acquérir des compétences individuelles et collectives dans les domaines comme les mouvements tactiques, la surveillance des bases, la navigation terrestre, la réaction à une embuscade, la réaction face aux engins improvisés, les raids, les cordons de fouille, le tir de campagne, la coopération aéroterrestre. L'armée canadienne et malienne se donne ainsi un axe de stratégie dans le cadre d'une coopération mature qui touche plusieurs domaines. À Koulouba, le président de la Banque ouest-africaine de développement et une délégation conjointe des Nations Unies et de l'Union africaine étaient reçus par le chef de l'État. Le premier a fait part au président ATT du fonctionnement de l'institution financière au regard de la crise économique mondiale. Il a également fait état des investissements de la BOAD au Mali. Avec le second, étaient évoquées les conséquences de la crise libyenne sur les pays de la bande sahélo-saharienne, de la situation sécuritaire, de la lutte contre le terrorisme et de l'économie de la sous-région face au retour massif des migrants de la Libye dans leur pays. Le compte-rendu d'audience est avec Nyanya Aliou Traoré.
La Banque ouest-africaine de développement BEAD au Mali, c'est un financement de plus de 250 milliards de francs CFA dans les domaines socio-économiques, particulièrement dans celui des infrastructures routières. Rendre compte de l'excellence de ces rapports aux chefs des États membres de l'institution est devenu une tradition à laquelle les présidents de la BEAD s'adonnent de façon régulière. Le patron actuel de la banque, Christian Adoveland, ne fait pas exception. C'est une visite de courtoisie qui s'inscrit dans le cadre d'un contact périodique que nous avons avec les autorités et pour venir présenter la banque, faire le point des activités de la banque et surtout faire le point de la coopération avec le pays. Alors, en ce qui concerne le Mali et plus spécifiquement, vous savez que la coopération est très très bonne. Globalement, nous sommes à 254 milliards de francs CFA de coopération et pour 67 projets. Alors, spécifiquement sur l'année qui est en cours, pour 2011, nous sommes à 4 projets et pour un montant total de à peu près 38 milliards de francs CFA. Deuxième rendez-vous au tableau des audiences de Koulouba, c'est celle accordée à la délégation conjointe des Nations Unies et de l'Union africaine. Une mini-réunion entre le chef de l'État et les membres de la mission a permis de faire un rapide tour d'horizon de la situation sécuritaire au Sahel. Qu'il faut-il faire? Quel rôle les Nations Unies doivent-elles jouer pour lutter efficacement contre le terrorisme? Et comment gérer, aux côtés des États concernés, le retour massif des migrants de la Libye dans leurs pays respectifs était là, entre autres questions, abordées. Le but de notre mission ici était d'écouter les autorités pour qu'ils nous disent un peu quelles sont leurs préoccupations. Bien entendu, il nous a parlé des jeunes qui sont revenus en masse de Libye, que ce soit des travailleurs migrants ou des gens qui y résidaient. Il nous a parlé aussi, bien sûr, du problème des armes qui circulent en grand nombre. Et ces armes-là, bien sûr, il faut d'une façon ou d'une autre un certain contrôle. Les actions qui seront entreprises seront en fonction de ce qu'on nous aura dit. Et je pense que justement cette réunion avec le président est un bon début. Il a pu nous donner quelques indications que nous allons rapporter fidèlement afin de trouver des solutions rapides. Rappelons que la mission doit se rendre dans 3 autres pays du Sahel, notamment le Niger, la Mauritanie et le Tchad, toujours dans le cadre de l'évaluation de l'impact de la crise libyenne sur ces 10 pays. À la primature, le chef du gouvernement, Cissé Mariam Kaïdama Sidibé, a présidé ce matin les travaux de la 18e réunion du comité interministériel sur les opérations référendaires et présidentielles de 2012. Au menu de cette rencontre, on peut retenir la révision des listes électorales, l'organisation du bureau de vote, la logistique. Et pour plus de précision, nous écoutons le ministre de l'administration territoriale et des collectivités locales, le général Kafougouna Koné. Il est au micro de Amadou Sankaré. Nous avons donc fait aujourd'hui point de cette révision des listes électorales. Les points à l'intérieur pour savoir combien ont été inscrits, combien ont été radiés et des points également à l'extérieur. Deuxièmement, nous avons également échangé sur un autre point. Ce point a été surtout les plans logistiques. C'est également très important parce que notre pays est très large. Et deuxièmement, vous savez, nous avons des élections présidentielles, nous avons des référendums, ce qui veut dire que ce sont des élections qui concernent en tout cas aussi bien les Maliens de l'intérieur que ceux de l'extérieur. Ça veut dire qu'il faut que nous mettions en place un point logistique assez pointu. Nous avons également échangé sur un troisième point qui a surtout consisté, à mon avis, à l'organisation du bureau de vote. Et c'est là, lorsque vous avez des scrutins couplés. D'une manière générale, ce sera la première fois qu'au Mali, que nous allons organiser d'une manière assez large les élections couplées. Pour les cadres d'électeurs, il faudrait que nous retenions que c'est la même carte d'électeur qui sera élaborée pour tous les scrutins. Que ce soit les référendums, les présidentielles et les législatives, ça sera la même carte d'électeur. Par rapport aux bulletins de vote, là, il y a bien sûr les bulletins en ce qui concerne les
les élections référendaires. Là aussi, nous avons échangé dessus et je pense que nous avons eu à faire des propositions et je crois qu'il appartient maintenant à la Cour constitutionnelle de donner son point de vue sur ces propositions-là. Quant au bulletin qui sera utilisé pour les élections présidentielles, premier tour, deuxième tour, qui peut également être le même bulletin pour les législatives, ça sera le bulletin unique. Ce n'est pas la première fois que nous allons utiliser des bulletins uniques au Mali, mais il faudrait également, dès que ce bulletin proposé sera adopté, il faut également que nous puissions aller vers une certaine pédagogie pour encore appeler les électeurs à se remémorer pour comprendre comment on doit voter à partir d'un bulletin unique. Place de la République, journée d'audience avec une délégation de la CENI et celle de la Rose-Croix. Avec la CENI, les entretiens avec le président de l'Assemblée nationale avec un sujet essentiel, les élections de 2012. S'agissant des échanges avec l'ordre de la Rose-Croix, ils ont surtout porté sur la lutte contre l'analphabétisme au Mali. Nous faisons le point avec Alpha Mega. L'ordre de la Rose-Croix est implanté aujourd'hui à travers tous les pays du monde. Présenter sa mission aux autorités du Mali, c'est dans ce cadre que la délégation a été reçue à l'hémicycle par le président de l'institution, le professeur Diankounda Traoré. J'ai tenu à présenter au président notre organisation, ce que nous sommes, ce que nous faisons, le développement que nous avons ici. Comme vous pouvez le constater, il y a avec moi différents responsables locaux qui seront mieux à même de vous parler de notre ordre ici au Mali. C'est d'apprendre à mieux se connaître soi-même, pour mieux connaître les autres, pour connaître bien sûr notre place dans la société et pour apprendre à travailler en commun. C'est ce que nous avons fait durant de nombreuses années, c'est ce que nous continuons à faire et aussi pour lutter contre l'ignorance, l'obscurantisme et la superstition. C'est aussi un travail, comme vous le voyez, très important. La seconde audience est celle que le professeur Diankounda Traoré a accordée aux membres de la délégation de la Commission électorale nationale indépendante CENI du district de Bamako. Tout naturellement, des élections crédibles, apaisées, transparentes restent le sujet dominant de la rencontre entre parlementaires et ceux qui ont en charge de veiller sur les différents scrutins. Nous sommes tous engagés pour qu'il y ait des élections apaisées et que nous montrons au monde entier que la démocratie malienne a atteint une certaine maturité. Il nous a donné les conseils d'aînés. C'est un homme d'expérience qui connaît bien les élections, qui a vécu la démocratie malienne. Il nous a conseillé d'être motivés, de croire à la mission et rien n'est impossible. Nous sommes là justement pour veiller au bon déroulement des élections. Entre élus de la nation, membres de la CENI et ceux de la Rose-Croix, les échanges se sont déroulés dans un climat cordial. Lancement ce matin de la journée en même temps de la semaine de lutte contre la corruption. Le thème de cette année est le rôle de la jeunesse dans la prévention de la corruption. La couche juvénile constituant les 65% de la population. Son implication peut dès lors assurer un bel avenir aux politiques et pratiques de lutte contre la corruption. Propos du ministre de la Justice, garde des Sceaux, à l'ouverture des travaux. Un reportage de Moïse Traoré. Le lancement de la Semaine nationale de lutte contre la corruption. Le Mali est déterminé à lutter contre la corruption sous toutes ses formes. Pour la seconde fois consécutive, notre pays célèbre la journée mondiale de lutte contre le phénomène. En prenant cette décision, il faut le reconnaître, le Mali a voulu mettre l'accent sur la prévention dans son combat contre ce fléau. Car nous pensons que la sensibilisation de toutes les couches sociales du pays sur la corruption et ses conséquences néfastes sur l'économie et la cohésion nationale est un passage obligé pour éradiquer ce phénomène. La semaine est mise à profit pour mieux vulgariser la Convention des Nations Unies contre la corruption dans notre pays. La couche juvénile est une cible privilégiée.
La corruption, corollaire d'entrave aux efforts de développement et d'accroissement des inégalités, affecte particulièrement les jeunes qui constituent 65% de la population. Le désir de s'exprimer contre le phénomène par les futurs agents publics, responsables politiques et futurs chefs d'entreprise vient de leur foi au changement. Il apparaît donc que le fait d'impliquer les jeunes dans cette lutte est à nos yeux un bon investissement, car cela peut assurer un bel avenir aux politiques et pratiques de lutte contre la corruption. Un citoyen soudoie un agent de la circulation pour échapper à un contrôle. On appelle ces formes de corruption, petite corruption. Bon. Sur le plan du droit, corruption égale à corruption. Nous ne faisons aucune différence parce que toute corruption est une négation de la morale et une négation vraiment de l'état de droit. Du 8 au 14 décembre 2011, la semaine est marquée par une série de conférences-débats. Mercredi, au centre Awa Keïta, il sera question de corruption en milieu scolaire et de la corruption électorale. Les débats du mardi auront été focalisés sur le rôle de la femme dans la lutte contre la corruption. Le ministre en charge de l'éducation a animé ce matin à la maison de la presse une conférence qui portait sur la rentrée scolaire, les réformes engagées au sein de l'enseignement et le dialogue social qu'il faut maintenir pour faire face à la crise scolaire. Et cette année, ce sont 1300 nouvelles salles de classe qui ont été ouvertes avec 119 lycées privés, entre autres réalisations. Mahamadou Doumbia. 2 mois après la rentrée scolaire 2011-2012, le ministre de l'Éducation, de l'Alphabétisation et des Langues nationales a initié cette conférence pour une fois de plus informer en profondeur la presse sur les contours de l'organisation de la rentrée scolaire, les programmes de l'enseignement secondaire général, le dialogue social, la construction des infrastructures scolaires. Concernant le contexte de la rentrée 2011-2012, je vais rappeler que cette rentrée s'est faite dans un contexte marqué par la mise en œuvre d'un certain nombre de réformes. Il s'agit d'abord de la réforme de l'enseignement secondaire général, de l'enseignement technique et professionnel, réforme qui instaure des filières de série nouvelles pour donner plus de chances aux élèves de s'insérer dans le tissu socio-économique et d'entreprendre avec profit des études supérieures. Cette mise en œuvre a commencé par la 10e, qu'on appelle la 10e commune, au niveau des lycées d'enseignement général et des lycées d'enseignement technique. La construction et l'ouverture de 1386 nouvelles salles de classe pour l'enseignement fondamental, l'ouverture de 6 nouveaux lycées et 119 lycées privés, la poursuite de la construction de lycées publics de Kangaba, Nyono, Bla, Bankas, Diré, la construction de 5 nouveaux instituts de formation professionnelle, l'orientation de tous les élèves admis au DF en 2011 sont entre autres autant d'efforts entrepris par le département de l'éducation et à titre de complément pour la réussite de notre système éducatif. Le sens du dialogue social doit être une priorité. Nous formons les jeunes, nous envoyons au niveau du système avec des problèmes qu'ils doivent gérer. Et je me félicite vraiment des avancées aussi, parce que je vois qu'au niveau du supérieur, le dialogue continue. Madame le ministre était à l'Assemblée, a expliqué de manière claire quels sont les problèmes qui se posent et quelles sont les solutions qu'elle envisage. Solutions qui sont soutenues par le gouvernement, par le président de la République. Au titre des réformes majeures, en plus de l'instauration de nouvelles filières, la généralisation du curriculum dans l'ère linguistique Bamana à Ségou, Bougouni, Koulikoro et Kati, il y a eu le recrutement de 4114 enseignants dans la fonction publique des collectivités, tous ordres d'enseignement confondus en plus de 4000 en 2010. Le parc automobile de l'Office central des stupéfiants s'est agrandi aujourd'hui avec la remise de 3 véhicules de type pick-up par la coopération française. Ces engins vont contribuer au renforcement des actions de lutte contre le trafic des stupéfiants au Mali. Le compte rendu de Salima Tandao.
Le ministère de la Sécurité intérieure et de la Protection civile reçoit les clés de 3 véhicules offerts par la coopération française. Ce don vient renforcer les capacités de l'Office central des stupéfiants dans la lutte contre ce fléau. Nous sommes venus participer à cette cérémonie qui consistait à remettre donc 3 véhicules au nouvel office central de lutte contre les stupéfiants que nous avons aidé à mettre en place au Mali, à l'identique de celui qui existe dans notre pays. Je suis convaincu que ce genre de coopération, ce genre de geste symbolique va permettre à la police et à la gendarmerie malienne d'être encore plus efficaces dans l'avenir que ceux qui l'ont été dans le passé pour la lutte contre les stupéfiants et le trafic de stupéfiants. La partie malienne se réjouit de l'aide apportée par la France qui permettra aux troupes de diligenter des investigations sur le terrain. Ces véhicules vont renforcer les capacités opérationnelles de l'Office central des stupéfiants. Vous savez que nous avons un territoire très vaste et que la drogue circule un peu partout. Nous sommes un pays de transit de la drogue. Nous avons mis en place cette structure justement pour couvrir l'ensemble du territoire national, des antennes un peu partout pour que nous puissions intervenir à temps pour pouvoir à toute éventualité dans le domaine du trafic des stupéfiants. De nos jours au Mali, la lutte contre le trafic illicite des stupéfiants est un enjeu énorme du fait de la complexité du fléau. De ce fait, le don de ces 3 véhicules de type pick-up vient à point nommé. Remise également ce matin à la faculté des sciences économiques et de gestion de matériel informatique. Ce don d'une valeur de 17 millions de francs CFA est l'œuvre de la cellule d'appui à la réforme des finances publiques. C'est un reportage de Abdul Karim Kaba. Le développement du travail de l'outil et des finances ne peut pas aller sans les nouvelles technologies. C'est pourquoi la cellule d'appui à la réforme des finances publiques, à travers le projet d'appui de la Banque mondiale aux structures d'audit et de contrôle au Mali, a offert des matériels informatiques à la faculté des sciences économiques et de gestion en général, et en particulier la section DESS, diplôme d'études supérieures spécialisées. Le coût de ce don s'élève à environ 17 400 000 francs CFA. Cet appui en équipement se compose de 13 micro-ordinateurs de bureau, 6 imprimantes, 13 ondulaires, 13 licences antivirus, 13 licences Office 2007, au total 65 équipements ou matériel informatique. Ces machines vont améliorer les recherches des étudiants et professeurs. Les responsables de la faculté et l'ensemble du corps professoral ont donné l'assurance que ces matériels seront utilisés à bon escient. Remise de dons ce matin au centre de santé communautaire de Korofina Nord et d'autres centres d'autres localités du Mali, l'œuvre de l'association française Plateforme humanitaire et de solidarité de l'Hérault en partenariat avec le Lions Club Bamako Sigui. Le don est composé de matériel sanitaire informatique d'une valeur de 8 millions de francs CFA. Adam Sissoko. Il a fallu ce camion pour transporter ces 2 conteneurs remplis de matériel et équipements médicaux. Ils sont gracieusement offerts par l'association française Plateforme humanitaire et de solidarité de l'Hérault à travers son partenaire le Lions Club Bamako Sigui au centre de santé de Korofina Nord et autres localités du Mali. C'est un partenariat de collaboration vraiment franche et honnête. C'est des généreux donateurs qui ont l'habitude d'intervenir ici au Mali et ils nous donnent ces dons pour aider nos populations, nos communautés. Les représentants des structures de santé qui ont bénéficié des dons en espéraient pas autant. C'est du matériel qui correspond effectivement à des besoins que nous avons exprimés et c'est pour faire fonctionner un centre de santé communautaire. Autrement dit, un centre qui est dans la plupart des cas fréquenté par une couche de la population aux moyens réduits. Nous ne pouvons que saluer les efforts de nos prédécesseurs et exprimer toute notre joie de recevoir ce matériel-là. Ces équipements estimés à 8 millions de francs CFA permettront de renforcer le plateau sanitaire des centres de santé bénéficiaires de ce geste solidaire.
Les acteurs impliqués dans le développement institutionnel évaluent les activités menées dans le domaine en vue de garantir la bonne marche des réformes en cours. Au menu de la journée, les résultats à mi-parcours du programme de développement institutionnel, l'état des recommandations issues des 2 rencontres sur le développement institutionnel et la décentralisation. Les résolutions formulées il y a de cela 6 mois. Ramata Konaté. Ce deuxième panel sur le développement institutionnel et la décentralisation se veut un exercice pour faire le bilan des activités de l'année en cours. Des avancées significatives ont été enregistrées, telles que la mise à disposition des cadres organiques, la réalisation d'audits organisationnels de qualité, la révision des manuels de méthode et procédures, l'élaboration de la stratégie nationale gare, et celle de contrôle interne. Ces résultats encourageants ne doivent pas cacher les insuffisances enregistrées. Cependant, il y a des sujets clés pour la bonne marche de la réforme de l'État et le processus de décentralisation qui ne progressent pas suffisamment. L'incitation à la mobilité des agents de l'État dans les zones difficiles est fondamentale pour assurer une déconcentration vers certaines régions. Le texte légal concerné reste sans suite depuis des années. Il s'agit maintenant de réfléchir sur les voies et moyens en vue de corriger ces défaillances. Ce retour d'information par les évaluateurs portant sur les résultats de leurs travaux est une opération qui peut contribuer à améliorer l'efficacité dans la mise en œuvre du PDI et peut servir de base à la prise de décision pour un meilleur recentrage des activités. C'est pourquoi les participants à cette rencontre devront proposer des actions concrètes pour la mise en œuvre des réformes engagées dans le cadre du développement institutionnel. Le président du parti Yelema, Moussa Mara, candidat à la présidentielle de 2012, était ce matin face à la presse. Il était venu fournir d'amples informations sur la vision de son parti au sujet de la restauration de l'autorité de l'État. Amadou Ouattara. Restaurer l'autorité de l'État, voilà l'un des objectifs du parti Yelema qui, à travers cette conférence de presse, veut se faire mieux connaître sur la scène politique dans l'optique des échéances de 2012. Face aux confrères, le président du parti, Moussa Mara, a de façon détaillée défini les règles et principes majeurs de l'État. Pour lui, l'État est le vecteur de l'unité nationale, de l'essor collectif et de la quiétude individuelle de chacun. La politique, c'est d'abord une affaire d'idées, de programmes et de convictions. Nous devons habituer le Malien au débat d'idées, au programme, à essayer de comprendre ce que propose chaque candidat, afin de faire son choix à la lumière de l'intérêt que le candidat présente par rapport à ses idées et à leur application. Notre objectif par là, c'est de faire en sorte que nos idées soient connues, soient sues, soient comprises. Parlant de la vie du parti créé il y a juste 1 année et demie, le conférencier dira que son parti couvre les 49 cercles du pays et veut jouer les premiers rôles lors des élections de 2012. Pour lui, le changement qu'il prône ne peut s'opérer sans la volonté des décideurs. Il faut que le pays soit gouverné de manière plus transparente, avec un esprit de reddition des comptes, c'est-à-dire que tout responsable public sache qu'il est au service de ceux qui lui ont fait confiance et qui rendent des comptes, qu'il n'agisse que dans l'intérêt public et qu'il soit transparent dans ses actes et qu'il ait la culture de résultat. Très confiant pour la victoire en 2012, le président du parti a également évoqué d'autres aspects de la vie que sont la sécurité, la justice, la gestion des biens publics, la réorganisation des structures de contrôle de l'État et l'exécution correcte des missions de l'État. Célébration aujourd'hui du 39e anniversaire de l'Institut international de recherche sur les cultures des zones tropicales semi-arides, ICRISAT. Une occasion pour les responsables de faire le bilan de l'année et de dégager les nouvelles orientations. Cette édition 2011 est célébrée à un moment où la branche du Mali est érigée en direction régionale. L'inauguration du bâtiment devant abriter le personnel de la dite direction était également au programme de la journée. Un reportage de Thiemo Kokonaté. Créé en 1972, l'Institut international de recherche sur les cultures des zones tropicales semi-arides ICRISAT consent des efforts remarquables en matière de réduction de la pauvreté, de la famine, de la malnutrition et de la dégradation de l'environnement en Afrique de l'Ouest et du Centre.
Ce 39e anniversaire a été mis à profit par la branche du Mali pour faire le bilan de l'année qui s'achève. Au dire des responsables, 2011 aura connu des périodes d'abondance quant à l'amélioration des conditions de travail du personnel. D'énormes efforts ont été fournis par la direction. L'inscription de tout le personnel à l'assurance, à l'INPS et des facilités pour les prêts motos, immobiliers, l'avancement dans les bandes pour les promotions, le renforcement de la sécurité pour l'intérêt de tous. Cependant, force est de reconnaître que des difficultés demeurent. Cette année, la sécheresse, le changement climatique a été extrêmement important, très visible dans la région, et donc l'Institut est prêt à faire face à ces changements climatiques parce que nous avons une stratégie qui permet justement dans les 5 à 10 années prochaines de faire face à pas mal de problèmes causés par les changements climatiques, adaptation aux changements climatiques, etc. Pour donner plus de visibilité aux actions de l'Institut, la branche ECRESAT du Mali passe du statut de représentant à celui de la direction régionale qui englobe le Mali, le Niger et le Nigeria. Le bâtiment devant abriter la nouvelle direction a été inauguré au cours de la cérémonie. Ce changement de statut, selon les responsables, est une lourde responsabilité. C'est pourquoi les porte-paroles du personnel invitent les uns et les autres à faire de la cohésion et de la rigueur les chevaux de bataille. Un nouveau projet d'assainissement pour le quartier de Sabalibougou en commune 5 du district de Bamako. L'opération va démarrer avec la construction de 1400 puisards dans des familles et structures publiques et elle coûtera donc cette opération environ quelques 500 millions de francs CFA. L'initiative vise à lutter contre les maladies liées au manque d'hygiène et contribuer au bien-être de 60 000 habitants du quartier. Le maire de la commune 5 du district de Bamako est venu informer ce matin la population du démarrage des travaux. Nous l'écoutons au micro de Agali Agissa. Ce lancement des puisards est la continuation d'une action test qui a déjà porté sur 70 puisards, dont vous venez de voir une réalisation dans un vaste programme d'assainissement de la commune 5 qui s'appelle le plan triennal d'assainissement qui concerne les 8 quartiers de la commune 5 du district Bamako. Il y aura à peu près 1200 puisards. Mais comme c'est un fonds revolving, c'est-à-dire qu'avec les contributions des populations, les contributions de la mairie, nous allons dépasser les 2000 à 3000 puisards à terme. Le coût de l'opération, la phase initiale, c'est 500 millions de francs CFA. Sabalibougou, c'est un choix politique, c'est un quartier très populaire, c'est un quartier où il n'y a absolument pas d'infrastructure, où l'assainissement individuel était très très rudimentaire et où l'insalubrité était très très élevée par rapport à d'autres quartiers. Le principal partenaire, c'est l'agglomération d'Evry, à travers sa coopération avec la mairie du district Bamako, l'agence française de développement, et puis bien entendu la contribution de la commune et de celle de l'État. Le ministre de la Jeunesse et des Sports, Djigiba Keïta, était aujourd'hui à Katibou. Là-bas, il était venu pour la cérémonie d'ouverture du 6e Conseil fédéral de l'Association des pionniers du Mali. Conformément au 4e et 5e Conseil fédéraux, les présentes assises seront sanctionnées par l'élection des membres du bureau. Ce Conseil fédéral mobilise pendant 3 jours les cadres de la jeunesse, des sports et des pionniers du Mali. Correspondance, Seydou Traoré. Pour ce 6e Conseil fédéral de l'Association des pionniers du Mali, les délégués sont venus de toutes les régions du pays. Il s'agit en 3 jours d'échanger entre cadres pionniers sur la vie des ligues, d'adopter le rapport d'activité et financier du bureau fédéral, de mettre un nouveau bureau de 17 membres et de faire des recommandations. Moi, je demande aux pionniers la persévérance. Parce que le pionnier, ça doit être un modèle, un miroir. En invitant les pionniers du Mali pour une plus grande mobilisation aux élections régionales de 2012 et de la Coupe d'Afrique des Nations Gabon-Guinée équatoriale, le ministre de la Jeunesse et des Sports a rappelé aux différents délégués l'esprit de responsabilité du mouvement pionnier. L'éducation pionnière doit absolument propulser le développement de nos communautés par la préparation physique et mentale, physique et morale, par la formation civique et intellectuelle, par la culture de la responsabilité
et du don de soi. Voilà toute la symbolique de l'idéal pionnier. Quant à vos assises proprement dites, elles doivent aboutir à des recommandations pertinentes qui prennent en compte les besoins et aspirations du plus grand nombre de vos adhérents. Ce rendez-vous de Katibougou, localité qui a vu naître le mouvement national des pionniers, a été un espace pour les élus de Koulikoro et le premier responsable des jeunes du Mali et secrétaire général de l'Union panafricaine de la jeunesse d'exhorter les pionniers à poursuivre les idéaux de l'association, à savoir l'engagement, la responsabilité, l'adhésion et surtout la participation citoyenne. Le centre de santé de référence de Kolokani et les centres de santé communautaires de Massantala, Guihiyo, Sebekoro et Sonikeni viennent de bénéficier de latrines améliorées, d'incinérateurs et de forages équipés en pompe à motricité humaine. Les réalisations ont coûté au Fonds canadien d'initiative locale plus de 33 millions de francs CFA. Nos envoyés spéciaux, Djemba Moussa, Konaté et Gaussou Touré. L'inauguration de 2 blocs de latrines, d'incinérateurs et de pompes ont marqué les activités des partenaires financiers ce jeudi dans les villages de Mpela, Gihoyo, Sebekoro 1 et Sonikeni. Ces infrastructures et équipements gratuitement offerts aux populations de Kolokani sont le fruit du partenariat entre le Fonds canadien d'initiative locale et les associations de soutien aux initiatives communautaires et Sahel Espoir. Les résultats obtenus à travers ce projet sont en droite ligne du cadre stratégique de croissance pour la réduction de la pauvreté et contribue fortement à l'atteinte des objectifs du millénaire pour le développement d'ici 2015. Nous sommes satisfaits des réalisations, d'autant plus que concrètement on voit que c'est des choses qui vont servir et on a la certitude que les infrastructures seront bien entretenues par la population pour qu'ils puissent avoir une longue longévité. Ces latrines, surtout dans le centre de santé de référence de Kolokani et dans l'école fondamentale de Gihoyo, est une réponse aux nombreux problèmes d'insalubrité dont souffraient les populations concernées. Sur 22 CESCOM, 3 seulement disposaient d'incinérateurs. Donc avec la dotation CESCOM en incinérateur, je pense que c'est une grosse épine qui vient d'être tirée de nos pieds, parce que cela va nous permettre vraiment de faire une bonne gestion des déchets issus des soins dans les structures de santé de Kolokani. L'eau potable va contribuer à réduire significativement la morbidité et la mortalité liées aux maladies diarrhéiques, également par rapport au trachome. Et la latrine vont nous aider à améliorer vraiment le confort des malades qui vont séjourner au CCRF. Les bénéficiaires ont rassuré les partenaires qui ont investi plus de 33 millions de francs CFA dans ces réalisations d'en faire bon usage. La société minière de Morila apporte son soutien aux populations riveraines, et cela dans le domaine de l'éducation. Elle a procédé cette semaine à la remise d'un lot de fournitures scolaires, de blocs, de salles de classe et de direction aux écoles de Domba et de Sanso. Correspondance au Sekou Konaté. Par cette initiative, la société minière de Morila veut apporter son appui aux écoles de son site d'implantation. Question de partager avec les populations les acquis de l'entreprise. Au moment où l'avenir de l'école malienne suscite beaucoup de débats, la cérémonie de ce matin marque la volonté des actionnaires de Morila SA, qui sont Rengol Resources, Anglogol Ashanti et l'État malien, d'être aux côtés des autorités communales pour les accompagner de la gestion de l'école. Premier acte de cette journée, la commune de Domba, à 3 km de Sanso. Là, les miniers de Morila ont mis à la disposition de l'école de Domba un important lot de fournitures scolaires, estimé à 1 million de francs CFA, un bureau-magasin et un bloc de latrine. Chaque année, Morila SA fait des gestes pour l'école, se bat pour le développement de l'école. Vous-même, vous avez vu la construction de 6 salles de classe. Déjà de 2002 à nos jours, il y a 6 salles de classe construites par Morila SA. Dans le village de Sanso, l'école s'est vu mettre à disposition des fournitures scolaires estimées à 2 millions de francs CFA. Un bloc de 3 salles de classe, une direction et 4 salles de classe réhabilitées. Des gestes que les populations, à travers maires, chefs de village, présidents de CGS, apprécient à sa juste valeur. Morila entretient de bons rapports avec les autorités administratives et municipales de cette localité.
c'est un plateau d'or pour moi aussi de les remercier. A signaler qu'au titre de l'année 2011, la société minière de Morila SA a investi plus de 80 millions de francs CFA dans les projets de développement communautaire dans les villages riverains de la mine. Dans une déclaration déposée à notre rédaction, l'amicale des anciens militants et sympathisants de l'UNEM à AMSUNEM condamne avec la dernière énergie les acteurs et complices d'assassinats et enlèvements d'hôtes et d'amis du Mali. L'AMSUNEM salue par ailleurs le gouvernement pour toutes les initiatives en cours aux fins de restaurer l'autorité de l'État sur toute l'étendue du territoire national. Le bureau de coordination de l'AMSUNEM exhorte enfin toutes les Maliennes et tous les Maliens à davantage de cohésion face à cette nouvelle épreuve imposée à notre pays, conclut le communiqué. Et puis la direction régionale de l'Agence nationale pour l'emploi de Tombouctou qui remet 5 taxis motos, des kits d'installation et un chèque à des mécaniciens dieselistes de la région. Cette initiative s'inscrit dans le cadre du lancement de la 2e édition de la Bourse de l'emploi, dont l'objectif principal est l'installation des promoteurs et le renforcement de leurs capacités. Correspondance Yaya Tendina. Cette 2e édition de la Bourse de l'Emploi ANPE a été mise à profit à Tombouctou par la remise de 5 taxis motos nouvelle génération et des kits d'installation, pour un coût total de 17 millions de francs CFA. L'objectif principal est l'installation des promoteurs et le renforcement de leurs capacités. Ainsi, pour la première fois, une femme est dans le transport en commun à Tombouctou. J'étais très contente de ces gestes. Je les remercie beaucoup parce que c'est une activité génératrice de revenus pour ma famille. Les responsables de l'ANPE et les autorités régionales ont saisi l'opportunité pour attirer l'attention des bénéficiaires à respecter les échéances de remboursement. En cas de non-paiement, l'ANPE se donne le droit de retirer les kits pour les attribuer à d'autres promoteurs. J'en appelle à la bonne gestion des bénéficiaires, j'en appelle à l'appui et l'accompagnement de l'ensemble des autorités politiques de Tombouctou. Aux bénéficiaires, et les exhorte à un bon usage et surtout un bon remboursement, afin que ces fonds remboursés permettent de donner de l'emploi à d'autres jeunes qui sont dans cette salle et qui vous attendent. Je formule les vœux de réussite et de plein épanouissement à chacun d'entre vous. La particularité de cette 2e édition est que les structures techniques du département emploi et formation professionnelle, ANPE, FAFPA, APEJ, ont mis l'accent sur le suivi et l'évaluation des promoteurs. Vivement la prochaine édition. Ce journal s'achève. Nous vous remercions de l'avoir suivi tout à l'heure. L'info du temps, ce sera dans la page météo. Une présentation d'Abdoulaye Keita demain, 13h. L'édition de la mi-journée vous sera présentée par Nyanya Alou Traoré. Inch'Allah, on se retrouve pour le 20h. Merci, excellent week-end.